Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette troisième, si je ne me trompe pas, séance de notre séminaire Sciences sociales du droit. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Sophie Andretta, qui est chercheuse associée à la fois au département de droit et d'anthropologie du Max Planck Institute et à la faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Donc, Sophie a réalisé une thèse dont elle a tiré un livre qu'elle va nous présenter aujourd'hui sur les conflits d'héritage à Cotonou, au Bénin, qu'elle a étudié notamment à partir de l'application du droit de la famille, du code de la famille béninois qui date donc de 2004 et qui lui a permis d'introduire une réflexion plus large sur la question de la place du droit formel en Afrique, qui reste quand même assez largement sous-étudiée. Donc aujourd'hui, elle mène plusieurs recherches en parallèle, à la fois sur l'Afrique et sur l'Europe, sur les questions notamment de dignité humaine et la manière dont cette notion est définie et utilisée par les juridictions et administrations belges lorsqu'il s'agit ou non d'accorder l'aide sociale. Et elle mène parallèlement un projet sur la construction des barreaux et les pratiques des avocats au Bénin et au Ghana, donc dans une perspective comparée. Outre l'ouvrage qu'elle va nous présenter, Sophie a publié de nombreux articles en anglais et en français, notamment dans le Journal of Legal Anthropology, et puis donc en français dans les cahiers du genre ou encore dans les cahiers d'études africaines. Donc Sophie, merci beaucoup d'être avec nous. On est très content de pouvoir te recevoir et de t'entendre au LAM sur tes recherches sur le Bénin. Donc, comme convenu, l'idée est de te laisser donc 1 heure pour nous présenter ton travail et tes recherches. Et ensuite, ça nous laissera une bonne heure pour discuter collectivement autour de ton travail. Merci à toi. Donc, je vais vous présenter mon livre sur les conflits d'héritage, la justice et la place du droit à Cotonou. Alors, je vais... Voilà, ok. Et donc, comme le disait également Mariam, donc ce livre est en fait basé sur ma recherche doctorale dans le cadre de laquelle je me suis intéressée au conflit d'héritage comme point d'entrée pour étudier d'une part les usages et les pratiques du droit à Cotonou et d'autre part pour m'intéresser au rapport des citoyens à l'État à travers notamment l'administration judiciaire. Alors, au moment où j'ai mené cette recherche, les conflits d'héritage étaient particulièrement fréquents à Cotonou. Et d'ailleurs, à l'annonce de ma thématique de recherche, la plupart des personnes que j'ai rencontrées lors de mes différents séjours au Bénin et à Cotonou réagissaient en faisant part de toute une série d'anecdotes personnelles, soit d'un conflit dans leur famille plus ou moins proche, soit d'une affaire qui concerne un voisin, un collègue ou un ami proche. Bref, tout le monde avait une anecdote ou une expérience personnelle à raconter en ce qui concerne les conflits d'héritage. Dans ma propre famille d'accueil, d'ailleurs, pendant la durée de mon séjour au Bénin, qui s'est étalé sur une durée de 5 ans au total, non seulement ma propre famille proche, en tout cas, évoquait assez fréquemment les questions d'héritage comme des questions qui allaient probablement générer des conflits à la mort du père de famille entre les enfants de différentes mères notamment et entre les veuves et les enfants. Et puis, d'autre part, les cousines de cette famille étaient par ailleurs devant le tribunal de première instance de Cotonou avec leur propre affaire et leur propre conflit pour des questions d'héritage. Alors, évidemment, de nombreux de ces désaccords se limitent à des tensions en famille. Mais comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a néanmoins un certain nombre de personnes qui saisissent le tribunal pour ces questions. Alors, à nouveau, donc pendant la période pendant laquelle j'ai effectué cette recherche et depuis l'informatisation des registres à Cotonou, il y avait environ 1 millier d'affaires qui étaient introduites chaque année devant le tribunal de première instance pour des questions d'héritage. Et les magistrats qui étaient en charge de cette manière n'hésitaient pas à souligner la proportion importante de ce type de litige devant leur chambre, à côté des affaires de divorce, de garde d'enfants ou de confirmation de paternité.
Et donc, comme vous pouvez le voir ici, les jours d'audience où le tribunal de la famille se réunissait, les salles étaient la plupart du temps trop petites pour accueillir tous les participants à l'audience et les héritiers se retrouvaient assez fréquemment à attendre dehors l'appel de leur nom dans la salle et attendre donc, que la salle soit vidée pour pouvoir se présenter un par un pour leur litige. Alors, donc, comme l'a dit Mariam tout à l'heure, au Bénin, les successions sont régies depuis 2004 par un nouveau code des personnes et de la famille. Et l'adoption de ce nouveau code s'inscrit en fait dans le cadre d'un ensemble de mesures qui visaient, avec l'appui de toute une série de bailleurs de fonds, à réformer le système judiciaire au Bénin. Donc, comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais début des années 1990, le Bénin adopte une constitution démocratique et ratifie toute une série de conventions internationales qui visent à garantir le respect des principes des droits de l'homme. Le Bénin se veut à l'époque bon élève, entre guillemets, sur la scène internationale et il attire d'ailleurs ainsi l'intérêt d'un certain nombre de bailleurs de fonds. Une série de réformes des services publics vont être planifiées visant à garantir la bonne gouvernance et la mise en place d'un état de droit. Et parmi ces réformes figure la mise en place d'un code de la famille qui permettrait d'une part d'unifier le système dualiste mis en place à la période coloniale et d'autre part de promouvoir l'égalité au sein des familles. Alors en fait, donc, lorsque le Dahomey est intégré à l'Empire colonial français en 1904, la métropole va opter pour une politique dite assimilationniste et imposer le droit français dans ses colonies. Et donc en matière de succession, c'est le Code civil français de 1804 qui va s'appliquer dans un premier temps. Les administrateurs vont cependant rapporter un certain nombre de difficultés. Et la France va y remédier en instaurant, à partir de 1912, un système dualiste où, en droit privé, les coutumes vont être maintenues en plus du droit français. Et donc, aux citoyens français et aux indigènes privilégiés qui bénéficient de la citoyenneté, on appliquera le droit français. Aux autres, on appliquera le droit dit traditionnel, autrement dit les coutumes locales. Alors, en 1946, la distinction entre sujet et citoyen va être abolie. Et à partir de cette date, les Béninois vont en fait pouvoir choisir leur statut, traditionnel ou moderne, et par conséquent le type de droit qui leur sera appliqué en matière de droit privé. En pratique, c'est à travers le mariage qu'ils vont pouvoir opérer ce choix. Donc, ceux qui optent pour un mariage civil tomberont sous l'application du droit moderne et les autres sous le droit traditionnel. Après l'indépendance en 1960, ce dualisme juridique va être maintenu par les différents gouvernements qui vont se succéder à la tête du Bénin. Alors intervient ensuite donc la conférence nationale des années 1990 qui vont poser les bases d'un régime démocratique. Et à partir de 1995, un projet de code est transmis à l'Assemblée nationale, donc de code des personnes et de la famille, est transmis à l'Assemblée nationale. L'année suivante, le rapport des États généraux de la justice, qui vise donc à faire une sorte d'état de fonctionnement des différents services publics, et en l'occurrence de la justice, mentionne l'adoption du code comme étant une priorité. Mais en raison de son caractère particulièrement novateur, surtout en ce qui concerne les droits des femmes, les députés laisseront cette première version du code au placard pendant plusieurs années. Alors, le code définit en effet les époux comme égaux, les femmes héritent au même titre que les hommes, toute une série de dispositions qui donc sont à l'époque perçues comme particulièrement novatrices par les députés. Dans sa version finale, donc, le code sera finalement validé en 2004. Une version qui d'ailleurs ne reconnaîtra plus la polygamie, et je reviendrai sur cet élément dans quelques instants.
Donc, les principaux changements de ce nouveau code, donc le code va d'une part étendre à tous les citoyens certains principes qui existaient déjà dans le droit français, qui s'appliquaient donc à une partie de la population jusque-là, notamment le principe de l'égalité entre les enfants, je vous le disais à l'instant, donc les femmes héritent maintenant au même titre que les hommes. Un autre des principes qui est étendu à l'ensemble des héritiers, en l'occurrence, c'est l'idée que le partage peut toujours être provoqué et que nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision. C'est donc l'idée que, contrairement au principe de droit entre guillemets traditionnel, qui voulait que certains biens pouvaient être considérés comme des biens indivis et destinés à rester dans le patrimoine familial, ces biens donc ne pouvaient sous aucun prétexte être vendus. C'était le cas notamment des maisons là où se trouvaient des fétiches ou certains cultes, par exemple. Donc le code étend le principe selon lequel si l'un des héritiers, l'un des propriétaires souhaite vendre un bien, ça ne peut lui être refusé, on peut le forcer à rester dans l'indivision. Donc soit lui racheter sa part ou forcer la vente des biens indivis. Le code introduit aussi toute une série de dispositions nouvelles. J'en parlais à l'instant, le fait que la polygamie, à partir de 2004, n'est plus reconnue. C'est une disposition qui n'existait pas dans la version initiale du code telle qu'elle avait été votée par le Parlement en 2002. Mais la Cour constitutionnelle, qui, pour la petite anecdote, à l'époque était composée essentiellement de femmes, a jugé cette disposition comme contraire au principe de l'égalité et a donc demandé au Parlement de revoir sa copie et de supprimer donc la disposition initiale qui autorisait la polygamie. Le conjoint survivant devient héritier à part entière et donc là aussi le nouveau code se distingue des anciens principes du droit français puisque le conjoint survivant n'est donc plus uniquement usufruitier mais il devient héritier en pleine propriété du quart des biens disponibles. Et puis finalement, le nouveau code définit également l'autorité parentale comme partagée et comme n'étant plus uniquement le privilège du père, l'ancienne autorité paternelle. Il prévoit aussi donc, que tous les enfants sont égaux et donc il va supprimer la notion d'enfant illégitime et parler plutôt d'enfant naturel. Dans sa nouvelle version. Donc, alors ce genre de dispositif qui vise donc à utiliser le droit formel pour générer une série de changements sociaux est largement critiqué par la littérature en droit et développement qui voit des kits de solutions qui permettent de réparer les mêmes problèmes, entre guillemets, indépendamment du contexte. Mais peu de chercheurs se penchent finalement sur la manière dont ces lois et ces réformes sont concrètement mises en œuvre et sur leurs conséquences, sur leurs effets concrets sur les sociétés dans lesquelles elles s'appliquent. Lorsqu'il s'agit de décrire le fonctionnement des tribunaux comme service public, par exemple, ce sont avant tout les normes pratiques et les arrangements informels qui sont mis en évidence par la littérature scientifique. Et les anthropologues du droit postulent quant à eux une différence entre droit formel et droit réel en se centrant généralement sur la justice dite traditionnelle ou coutumière, à quelques exceptions près. Et donc les usages et les mobilisations concrètes de la loi et des institutions judiciaires qui sont chargées de l'interpréter sont finalement assez rarement abordés sur le continent africain, comme l'expliquait Mariam tout à l'heure. Et donc, avec le Code des personnes et de la famille comme objet et les conflits d'héritage comme porte d'entrée, Marchage visait à réfléchir à la manière dont une nouvelle loi pouvait être comprise et instrumentalisée par différents types d'acteurs dans la capitale économique à Cotonou. Alors, pour réfléchir à toutes ces questions, donc, j'ai réalisé une enquête ethnographique pendant environ une durée totale d'1 an répartie sur une période de 5 ans
à Cotonou. Alors, j'ai utilisé cette période pour me rendre aux audiences et pour donc observer toutes les audiences qui avaient lieu dans les chambres qui étaient compétentes pour régler ces affaires d'héritage. Donc, il s'agissait principalement de chambres qui s'appelaient les chambres État des personnes, mais aussi dans une certaine mesure des chambres traditionnelles où on retrouvait d'anciennes affaires qui avaient été introduites avant l'adoption du code et qui continuaient donc d'être traitées par le juge qui en avait été saisi au départ. Je me suis entretenue aussi avec toute une série de professionnels du droit qui intervenaient dans ces affaires, donc les magistrats, mais aussi les avocats, les notaires, les huissiers, qui se voyaient confier différents aspects de ces affaires d'héritage. Alors, donc, avec ces points d'observation comme point de départ, j'ai aussi pris contact avec toute une série de familles et suivi ces familles pendant toute la durée de cette recherche, donc entre 2010 et 2015 environ. Et donc, ce sont ces entretiens répétés avec les familles à différents moments des conflits qui m'ont permis de construire une série d'études de cas où j'ai cherché à comprendre finalement les différents moments et les différentes étapes des conflits à travers le regard des familles. Alors, donc j'en viens tout de suite à l'une de ces études de cas. Alors, il s'agit de l'histoire donc d'Héloïse, Rachel et Arlette. Il s'agit évidemment de prénoms d'emprunt. Alors, donc, j'ai rencontré Héloïse par l'intermédiaire d'un ami greffier qui travaillait donc au tribunal de première instance au moment où j'ai effectué cette recherche et qui était un ami intime de la famille et qui avait, dans ce cas, aidé les trois sœurs à introduire leur requête au tribunal. Et donc, quand je lui ai parlé de ma recherche, il a proposé de me mettre en contact avec ces trois amis pour voir si elles pouvaient me faire part de leur expérience au tribunal. Donc, je les ai rencontrés pour la toute première fois en 2010 et on s'est ensuite revus à intervalles réguliers à chaque fois que j'étais présente à Cotonou. Donc, le père d'Héloïse, Rachel et Arlette était en réalité décédé en 2005. Il avait laissé toute une série de maisons à Cotonou, ainsi que quelques terres dans leur village d'origine au nord du Bénin. Donc, après son décès en 2005, c'est Louis, son fils aîné, qui s'autoproclame administrateur, donc gestionnaire des biens. Il s'occupe donc de récolter les loyers auprès des locataires qui occupent les maisons à Cotonou. Il va également gérer les terres qui sont situées au village et parallèlement revendre aussi toute une série de biens comme les voitures que leur père possédait. Alors, plusieurs réunions familiales sont organisées au cours desquelles les trois filles de la famille demandent à qu'on leur explique la manière dont les biens sont gérés. Et donc, elles utilisent finalement ces réunions avec l'aide de la famille élargie pour demander à leur frère qu'il rende compte de sa gestion des biens familiaux. Lors de ces réunions, le frère se refuse d'abord à donner des explications et puis il cesse tout simplement de se présenter, de sorte que les trois sœurs décident donc de pousser les convocations un peu plus loin. Elles vont tout d'abord se rendre à l'Association des femmes juristes, qui est une association qui vise à promouvoir les droits des femmes et où des consultations gratuites sont organisées, ainsi que des séances de médiation à l'attention donc, de problèmes qui touchent principalement aux droits de la famille. Donc, Arlette va tout d'abord se rendre à l'Association des femmes juristes en 2009, sans succès puisque leur frère ne va jamais répondre à la convocation qui lui sera délivrée. Et donc, suite à ça, elle décide en 2010 de saisir le tribunal pour demander d'une part la reddition de comptes, donc pour demander à ce que leur frère rende compte de sa gestion des biens, et pour demander la vente et le partage de l'ensemble des propriétés de leur père.
En 2011, une décision est rendue dans laquelle le juge nomme un notaire pour vendre les biens et partager donc le prix qui sera récolté entre tous les héritiers. Alors, la procédure dans ce cas est relativement rapide, probablement entre autres parce que les deux sœurs ont bénéficié de l'aide du greffier au tribunal pour les aider à introduire la procédure. Mais ce genre de procédure peut parfois rester pendante devant les tribunaux pendant plusieurs années et les héritiers peuvent être convoqués de nombreuses fois à de nombreuses reprises. Alors, autre particularité de cette affaire, c'est qu'elle concerne des frères et sœurs d'un même lit, entre guillemets, d'une même mère, comme on dit souvent à Cotonou. Mais de nombreuses autres affaires d'héritage naissent aussi des conflits entre les enfants de différentes femmes. Donc, la polygamie de fait est en effet largement répandue au Bénin et les conflits entre frères et sœurs de différents lits sont souvent considérés comme presque inévitables par les Béninois, dans un contexte où les coépouses rivalisent pour l'affection, mais aussi les ressources et les faveurs de leur mari. Et on considère qu'il est presque normal qu'elles transmettent leur animosité à leurs enfants. Dans un contexte où le conjoint survivant, je vous l'ai dit tout à l'heure, hérite d'une portion significative, le quart des biens, les tensions entre la veuve légalement mariée et le reste des enfants sont également assez fréquentes. Et je parle ici principalement de la veuve, puisque les hommes étaient jusque-là les principaux pourvoyeurs de revenus dans les familles et par conséquent les principaux propriétaires des terres. Il était beaucoup plus rare qu'une femme ait beaucoup de terres à partager et à laisser à ses héritiers après son décès. Et puis finalement, donc cet exemple ou cette première étude de cas permet d'identifier aussi le principal enjeu de ce genre de conflit, qui sont les terres et les immeubles à Cotonou. Donc, pour les héritiers dont les parents sont propriétaires d'une parcelle acquise il y a plusieurs années, le patrimoine familial représente en réalité un enjeu de taille, puisque ces parcelles achetées parfois pour une somme dérisoire, 20 ou 30 ans plus tôt, valent aujourd'hui plus de 100 millions de francs CFA à Cotonou, parfois même jusqu'à 200 ou 300 millions, soit l'équivalent de plus de 200 000 euros si on convertit, dans un contexte où, à l'époque de ma recherche en tout cas, le salaire minimum était d'environ 50 euros par mois. Donc, les biens immobiliers, dans un contexte de spéculation foncière assez importante à Cotonou, représentent un enjeu non seulement financier, mais aussi symbolique de taille pour ces héritiers, qui la plupart du temps ne pourraient se permettre d'acheter dans la capitale, si ce n'est pour l'héritage dont ils peuvent bénéficier. Et donc, cela signifie aussi que la plupart des conflits d'héritage concernent essentiellement les biens situés en ville, à Cotonou, même si le défunt possédait des biens ailleurs. On se dispute en fait assez rarement les terres situées au village, qui sont considérées comme des biens communs destinés à être transmis d'une génération à une autre, ou parfois simplement les héritiers expliquent qu'ils sont assez réticents à l'idée même de se rendre au village, voire de s'impliquer dans les affaires foncières des villageois et qu'ils préfèrent donc laisser leurs terres, ou en tout cas les terres de leurs parents, à la famille qui vit toujours au village et se concentrer sur celles qui ont à leurs yeux plus de valeur et qui se situent à Cotonou. Alors, plusieurs procédures sont possibles quand on saisit le tribunal et la loi prévoit différentes choses lorsqu'une personne décède. Donc, le Code prévoit que la succession s'ouvre au domicile du défunt et prévoit aussi qu'après le décès, la famille organise un conseil de famille à l'issue duquel un PV sera rédigé. Ce PV aura pour objectif de désigner 2 co-liquidateurs de la succession, donc 2 personnes qui vont être chargées de faire la liste des héritiers et des biens disponibles et temporairement de gérer l'héritage en attendant qu'un plan de partage soit proposé.
c'est la dernière mission de ces deux liquidateurs qui doivent donc être choisis lors du conseil de famille, lors d'une réunion organisée par la famille après le décès. Là aussi, il s'agit d'une disposition qui n'est pas tout à fait nouvelle puisque l'ancienne loi prévoyait également l'organisation d'un conseil de famille et elle prévoyait que l'on désigne à l'époque un administrateur, une personne qui était censée jouer somme toute le même rôle, celui de gérer les biens. Donc, il porte un nouveau nom dans le Code des personnes et de la famille. Et le Code prévoit également que cette mission soit limitée dans le temps. En théorie, les liquidateurs ont un délai de 6 mois pour proposer un plan de partage des biens. En pratique, ce délai est assez rarement respecté et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est donc aussi la première raison pour laquelle les héritiers peuvent saisir le tribunal. Ils peuvent donc se rendre, ou en tout cas la loi prévoit que ce PV de conseil de famille soit homologué par le juge au tribunal qui vérifiera donc que chacun des héritiers était bien d'accord pour le choix des deux liquidateurs. La seconde raison pour laquelle les héritiers peuvent saisir le tribunal porte sur le changement de l'administrateur s'il a été désigné donc sous l'ancienne loi ou du liquidateur. Donc, il s'agit du cas de figure où la personne ne remplit pas sa mission, où certains héritiers s'estimeraient lésés par la gestion qui est faite des biens. Ils peuvent donc saisir le tribunal pour demander qu'on en change ou pour que ce liquidateur ou cet administrateur rende compte de la gestion effectuée jusque-là. Dans le cas où les héritiers ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur la personne qui serait, pour le remplacer, chargée de gérer les biens, ils peuvent aussi demander au tribunal de nommer un administrateur séquestre, soit en la personne d'un notaire ou du greffier en chef qui va, contre rémunération qui sera prélevée sur la succession, gérer le patrimoine à la place des héritiers et leur distribuer l'argent récolté s'il y en a. Les héritiers peuvent enfin saisir le tribunal pour demander la vente ou le partage de la succession. Dans les cas où, par exemple, certains héritiers seraient favorables ou d'autres non, ou dans les cas où il y aura un doute sur l'accord conclu en famille, les héritiers peuvent obtenir une décision du tribunal qui les autorise ou qui mandate une personne ou plusieurs personnes en particulier pour vendre ou pour partager le patrimoine successoral. Et puis enfin, et c'est la solution la plus extrême, ou en tout cas celle qui est généralement utilisée dans les cas où le désaccord est le plus prononcé, le plus fort entre les héritiers, c'est la procédure qui vise à demander la vente judiciaire et le partage des biens. Dans ces cas-là, donc, le tribunal nommera un notaire qui sera automatiquement saisi du dossier et qui procédera à la vente aux enchères du patrimoine avant de partager entre les héritiers. C'est aussi la procédure la plus onéreuse puisqu'elle implique des frais de notaire qui sont en outre doublés parce que le notaire est saisi du tribunal. Et les juges sont donc en général assez réticents à rendre ce genre de décision dans la mesure où ils savent qu'elle va coûter extrêmement cher aux héritiers. Alors, donc, je vous ai parlé jusqu'ici de ces héritiers qui saisissent le tribunal, mais l'une des autres choses que mon exemple montrait, c'est que les tribunaux ne sont pas les seuls forums possibles pour les héritiers qui souhaiteraient régler un conflit. Donc, je vous parlais de l'association des femmes juristes, où s'étaient rendues les sœurs avant de saisir le tribunal, où elles espéraient donc non seulement obtenir des conseils, mais aussi peut-être résoudre leurs conflits. Alors à Cotonou, il existe principalement trois forums qui proposent des séances de médiation ou de conciliation à l'intention, entre autres, des héritiers. Donc le premier, c'est cette association des femmes juristes où les héritiers et les héritières peuvent se rendre non seulement pour obtenir des conseils, mais aussi pour y demander une médiation.
Et donc, la partie adverse, entre guillemets, sera convoquée à l'association et une séance de médiation sera organisée par une médiatrice formée au sein de l'association. Les héritiers peuvent également se rendre dans les locaux d'une radio où à nouveau un médiateur bénévole propose ses services une fois par semaine. Il s'agit là plutôt de régler des petits conflits quotidiens qui peuvent survenir dans la ville. Ça va des conflits de voisinage, aux dettes et aux conflits familiaux. Le médiateur, dans ce cas, est en réalité un ancien fonctionnaire à la retraite qui n'a pas reçu de formation spécifique, contrairement donc aux médiatrices de l'Organisation des femmes juristes, mais qui propose ses services pour donc résoudre les conflits qui lui sont présentés. Et puis, dernier forum possible, ce sont les tribunaux de conciliation qui ont été mis en place par la modification la plus récente de la loi sur l'organisation judiciaire à Cotonou. Alors, ces tribunaux, je n'ai pas pu observer leur fonctionnement à Cotonou, en tout cas pendant la durée de ma recherche, parce que l'ancien président du tribunal de conciliation est décédé en 2011 et donc jusqu'à 2015, donc le dernier de mes séjours sur le terrain à Cotonou, il n'avait toujours pas pu être remplacé. Et donc le tribunal de conciliation de Cotonou, en tout cas, ne fonctionnait pas pendant cette période. Celui de la ville voisine à Abomey-Calavi, par contre, fonctionnait par contre, lui, toutes les semaines. Mais la plupart des héritiers de Cotonou ne s'y rendaient pas et préféraient se rendre au tribunal. Et c'est l'une des questions que j'ai abordées lors de cette recherche, qui visait entre autres à comprendre pourquoi les héritiers privilégiaient finalement le recours au tribunal plutôt qu'à ces instances de résolution alternative des conflits qui, à l'inverse du tribunal, proposaient une solution relativement rapide mais aussi gratuite à leurs problèmes. Et je me suis rendu compte que la plupart des héritiers percevaient la médiation comme un second choix ou comme une sorte de passerelle vers le tribunal. Ils se rendaient donc dans ces instances de médiation, soit parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas les moyens ou les relations nécessaires pour se rendre devant les tribunaux, ou parce qu'ils espéraient justement y construire des relations ou y gagner un intermédiaire qui les aiderait à introduire leur affaire au tribunal. Et c'est ce qu'illustre entre autres le témoignage d'André qui s'est rendu donc ici dans ce cas à la radio simplement parce qu'il estimait qu'il ne pouvait pas se rendre au tribunal sans avocat et n'ayant pas les moyens d'en engager un. Il s'est tout simplement rendu à la radio en espérant que son problème pourrait être solutionné, même si, m'explique-t-il, son premier réflexe et la solution qu'il aurait préférée dans ce cas aurait été de se rendre au tribunal. C'est le cas de nombreux héritiers finalement qui expliquent que c'est plutôt parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au tribunal, parce qu'ils ne pouvaient pas engager un avocat ou parce qu'ils ne connaissaient personne qui pourrait faciliter leur démarche au tribunal. Ils ont choisi alors de se rendre devant un médiateur. Alors, j'en viens maintenant aux raisons ou aux différentes manières dont les héritiers saisissaient le tribunal à Cotonou. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le code prévoit qu'après le décès donc du défunt, un conseil de famille soit organisé et un PV rédigé pour désigner deux co-liquidateurs de la succession. Alors, cette formalité n'est pas nécessairement effectuée par tous les héritiers à Cotonou. Lorsqu'il n'y a ni compte bancaire, ni droit au trésor, ni transfert de propriété à effectuer, la plupart des familles se contentent d'organiser ce conseil, de désigner des gestionnaires pour la succession de manière informelle, mais il n'est pas finalement pour eux nécessaire de se rendre au tribunal. En fait, la plupart des résidents de la capitale négligent ces formalités s'il n'y a pas donc ces fameux transferts de propriété ou des droits au trésor à réclamer. Par contre,
avoir ce PV de conseil de famille homologué par le tribunal est nécessaire pour avoir accès au compte en banque, si le défunt en avait, pour obtenir la pension de survie de la veuve et pour débloquer l'accès ou pour effectuer le transfert officiel, entre guillemets, des droits de propriété des immeubles qui seraient enregistrés avec un titre foncier, par exemple. Alors finalement, indépendamment de toutes ces procédures ou de toutes ces raisons formelles d'effectuer l'homologation, certains héritiers souhaitent aussi rendre leur choix officiel, entre guillemets, reconnu par l'État. Et la procédure d'homologation permet alors de valider la position du liquidateur, de lui donner une sorte de poids et de légitimité. Et ces liquidateurs disent alors c'est le tribunal qui m'a nommé pour justifier en quelque sorte et légitimer leur position et tous les actes qu'ils poseront ensuite en tant que liquidateurs. Alors, les héritiers peuvent mobiliser le tribunal de manière similaire dans d'autres cas de figure, comme dans le cas que je vous expose ici avec l'affaire de Robert, dans le cadre de demandes de partage ou d'autorisation de vente, par exemple, qui pourraient tout aussi bien être réalisées simplement sous la forme d'un accord familial. Alors, Robert travaille pour un organisme de coopération au développement, il est animateur et m'explique que lui et sa famille ont décidé de saisir le tribunal, non pas parce qu'il y avait un conflit ou une dispute en ce qui concerne le partage de l'héritage, mais simplement parce qu'ils avaient décidé en famille de vendre la maison familiale suite à des besoins particuliers d'un des héritiers, son frère, qui se trouvait dans des difficultés financières. Et pour éviter de devoir systématiquement lui venir en aide, la famille a décidé qu'il valait mieux vendre la maison héritée de leur père pour lui permettre simplement d'acheter éventuellement autre part et de bénéficier donc d'un certain revenu ou de certaines ressources. Cette décision a donc été prise en famille, mais Robert m'explique que ils ont tous souhaité faire homologuer cette vente par le tribunal pour lui donner un certain poids et pour s'assurer ensuite qu'elle ne serait pas contestée, que ce soit par un membre de la fratrie, voire même par les générations suivantes. Et donc, il dit qu'il s'agissait d'une formalité à faire selon la loi et il insiste sur le fait que leur vente a maintenant le cachet du tribunal qui lui donne donc une certaine légitimité. Alors, pour certains, faire les choses légalement, comme le dit également Robert, ça signifie aussi s'assurer que leurs droits seront respectés. Alors, certains vont en effet mobiliser ces procédures qui sont entre guillemets obligatoires comme des prétextes, comme opportunité pour marquer leur désaccord face à ce qui aurait été décidé en famille. Et donc, dans ces cas-là, l'homologation du PV de conseil de famille fait office d'excuse une fois la procédure engagée pour faire part au juge d'un éventuel désaccord ou d'une mauvaise gestion. C'est le cas, par exemple, des veuves qui osent assez rarement s'opposer ouvertement à la famille de leur époux, mais qui parfois, une fois devant le tribunal et une fois devant le juge, expriment leur désaccord face au choix des liquidateurs, par exemple, ou au partage des biens qui est proposé. Et donc, c'est le cas ici, donc l'exemple sur ce slide de Fatiha qui explique que donc c'est elle qui s'est renseignée auprès du tribunal pour obtenir le document nécessaire à la rédaction du PV et qui a ensuite demandé à ce qu'une audience soit planifiée de manière à s'assurer finalement qu'un liquidateur serait désigné et que ses droits en tant que veuve seraient respectés par la famille. Alors, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le code prévoit aussi une durée maximale de 6 mois pour la mission des liquidateurs. Ils vont ensuite remplir un PV à homologuer par le juge qui détaille la manière dont les biens vont être partagés. Je vous le disais aussi tout à l'heure, ce délai est en pratique assez rarement respecté. Et la plupart des liquidateurs, tout comme les anciens administrateurs sous l'Ancien Régime, gèrent les biens hérités pendant parfois de nombreuses années.
Et c'est en fait dans ce contexte de gestion prolongée des biens communs que de nombreuses autres actions en justice ont été introduites et étaient parfois toujours en cours au moment où j'ai réalisé cette recherche. Alors, en pratique, donc, il arrivait assez fréquemment que des administrateurs gèrent pendant plusieurs années, voire parfois jusqu'à leur mort, les biens communs avant d'être remplacés par la personne suivante dans l'ordre d'âge, principalement des héritiers. Et donc, si une ou plusieurs personnes gèrent sans rendre compte le patrimoine commun alors qu'il est censé profiter à tous, les héritiers qui s'estiment lésés pouvaient demander le changement d'administrateur de leur succession, mais également demander la reddition de comptes, voire le partage, la vente des biens communs devant le tribunal. Donc, c'est ici la troisième raison pour laquelle les héritiers saisissent le tribunal. Ils vont dans ce cas donc demander à modifier la clé de répartition des biens qui était jusque-là accaparée finalement par l'administrateur et les personnes avec lesquelles ils choisissaient de partager les revenus générés par la succession, principalement donc des loyers, des immeubles loués ou les revenus de la vente de terrain qu'ils choisiraient de vendre en tant qu'administrateur. Alors, lorsqu'il s'agit, dans ces cas-là, donc de se soulever, comme le disaient souvent les participants à cette recherche, contre une injustice, les héritiers hésitaient souvent plusieurs mois, voire même plusieurs années avant de saisir le tribunal. Les éléments déclencheurs étant divers et allant du ras-le-bol après des années de disputes familiales à une situation financière délicate d'un des héritiers, ou bien à un acte étant interprété comme une provocation de la part de la partie adverse. Je pense par exemple à cette affaire dans le cadre de laquelle donc, le défunt était décédé dans les années 1970 et dont l'une des filles avait finalement saisi le tribunal au début des années 2000 suite à la vente d'un terrain par un de ses frères qui s'était auto-désigné comme administrateur de la succession. Ce terrain avait été vendu après avoir été explicitement désigné comme étant un terrain qui serait partagé entre les différentes filles de la famille et donc qui serait octroyé en quelque sorte aux femmes, dans un contexte où des administrateurs masculins s'étaient succédés et avaient géré et vendu de nombreuses terres. Donc, une entente avait été trouvée et un terrain avait été octroyé aux filles. Et lorsque l'administrateur en place avait finalement vendu ces terrains, c'est suite à cet acte que cette jeune femme avait interprété comme étant de la provocation de la part de ses frères, qu'elle avait saisi le tribunal donc plus de 20 ans après le décès de son père. Alors dans ces cas-là, évidemment, saisir le tribunal, c'est passer finalement du domaine du partage à un esprit de calcul. Il faut formaliser les biens et les titres, évaluer les dépenses réalisées par l'administrateur, les revenus de la succession, calculer la manière dont ils ont été répartis. On passe en quelque sorte d'une économie de la réciprocité à une logique comptable entre les différents membres de la famille et donc d'une logique de calcul économique. Dernière raison pour laquelle les héritiers saisissent le tribunal, certains souhaitent donc, c'est le cas dans les deux exemples donnés ici, mettre la famille à distance dans un contexte où les relations sont tendues. Alors, cette raison, elle est souvent évoquée ou en tout cas mise en place par les veuves. Donc, je reviens ici sur le cas de Fatira, par exemple, qui, après avoir donc demandé l'homologation du PV de conseil de famille et obtenu donc que sa famille se rende au tribunal, elle ressaisira ensuite, plus tard, le juge pour demander que l'ensemble des biens soient vendus et elle explique que c'est surtout parce qu'elle souhaite finalement couper les liens avec les frères et sœurs de son époux maintenant décédé et pouvoir vivre indépendamment finalement du reste de la famille. Un autre exemple, donc celui d'Afosa, qui explique quant à elle qu'elle a peur
des différentes menaces que pourrait lui faire sa belle famille. Et elle s'est donc rendue au tribunal pour demander la vente des biens de manière à pouvoir ensuite acheter un terrain au nom de sa fille et quitter la maison familiale et donc pouvoir habiter dans un endroit où elle ne serait plus finalement directement joignable ou identifiable par le reste de la famille. Alors, ces veuves mobilisent évidemment ce fameux principe dont je vous parlais au début, selon lequel nul ne peut être contraint à rester dans l'indivision, et contribue finalement en partie à la disparition des maisons familiales et de toutes les formes de solidarité qui l'accompagnent à Cotonou. Puisque, comme le montre finalement cet exemple d'Afossa, vendre un terrain qui vaut beaucoup d'argent à Cotonou permet d'acheter une nouvelle parcelle loin de sa propre famille ou de celle de son époux. Et donc, cette disposition qui était finalement assez peu utilisée lorsqu'elle figurait dans le Code civil français, s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de marchandisation des terres et de modification des rapports familiaux. Puisqu'à Cotonou, les femmes travaillent, elles ne sont plus nécessairement à la charge de leur mari. Dans leur propre famille, lorsqu'il s'agit d'organiser des fêtes ou des cérémonies, elles contribuent aux dépenses, au même titre que les hommes d'ailleurs. Et elles estiment donc pouvoir légitimement prétendre à une part égale du patrimoine et des revenus qu'ils génèrent. Et donc, c'est dans ce contexte-là aussi que non seulement les veuves, mais aussi les femmes en tant que sœurs et en tant qu'héritières vont mobiliser cette disposition pour obtenir leur part des biens familiaux. Alors, j'en viens maintenant au travail du juge dans le cadre de ces affaires d'héritage. Alors, je vous le disais tout à l'heure, donc des chambres état des personnes ont été créées pour appliquer le nouveau code. Et donc, les juges qui y siègent règlent des affaires de divorce, de garde d'enfants, de reconnaissance de paternité et des affaires de succession. Alors, ils sont souvent dans ce genre d'affaires face à deux types de discours. Celui de ceux qui mobilisent les dispositions du code à leur avantage. C'est le cas, dans ce cas, de Catherine, qui est une jeune veuve d'une trentaine d'années, et qui retourne au tribunal, dans ce cas, après avoir été désignée comme co-liquidatrice par le juge aux côtés de sa belle-sœur Germaine. Alors, Catherine perçoit en fait le tribunal comme étant un peu son allié parce que lors de la première audience qui visait à choisir des liquidateurs, c'est le juge qui, d'autorité, a nommé Catherine comme co-liquidatrice, alors que la famille avait plutôt choisi deux des sœurs du défunt pour jouer ce rôle. Et donc, le juge s'est référé aux dispositions du code pour dire que dans le cas où les enfants seraient mineurs, c'est la veuve, si elle est légalement mariée, qui doit être désignée comme liquidatrice de plein droit. Catherine, donc plusieurs mois plus tard, retourne donc au tribunal pour cette fois demander le partage des biens et elle expose au juge les difficultés qu'elle rencontre dans sa collaboration avec sa belle-sœur Germaine, qui est sa co-liquidatrice. Et donc, elle évoque évidemment ou elle utilise les dispositions du code pour appuyer sa demande auprès du juge. Germaine, donc la belle-sœur de son côté, elle évoque le jeune âge de la veuve. Elle estime que la veuve pourrait se remarier et qu'il serait donc injuste de lui octroyer le quart des biens de son frère alors qu'elle est susceptible de rejoindre ensuite une autre famille et de fonder une autre famille avec un autre homme. Elle estime aussi que la veuve aura droit à une pension et que finalement, il serait logique, selon elle, dans ce cadre, que l'ensemble de l'héritage revienne aux enfants plutôt que d'être partagé avec la veuve. Alors, dans ce cas-ci, il serait partagé entre les deux enfants de Catherine et deux autres enfants qui sont nés hors mariage. Alors, face à ce genre d'affaires, la plupart des magistrats envisagent leur rôle comme s'approchant presque de celui d'un médiateur,
Ils se félicitent d'ailleurs quand ils réussissent à réconcilier un couple en instance de divorce, par exemple, ou une famille en conflit pour des questions d'héritage. Alors, ils utilisent souvent l'audience pour essayer de raisonner les parties, tantôt en faisant preuve de pédagogie, en expliquant la loi, mais aussi parfois en s'écartant des principes du code pour souligner ce qui serait juste selon les circonstances. Dans le cas de l'affaire qui oppose Catherine et Germaine, par exemple, le magistrat va expliquer que s'il était encore vivant, l'époux subviendrait probablement aux besoins de Catherine et qu'il est donc logique finalement qu'une part de l'héritage lui revienne et que cette part de l'héritage correspond finalement à l'argent que lui aurait ou dont lui aurait fait profiter son époux s'il avait toujours été en vie. Dans d'autres cas, les magistrats vont s'écarter des dispositions du code pour souligner ce qui serait juste. Dans le contexte, par exemple, où des veuves qui ne sont pas légalement mariées se présentent devant la succession. Il s'agit là souvent donc, de veuves qui sont relativement âgées et qui ont, par tous les aspects de leur vie, finalement joué le rôle de l'épouse légitime de leur conjoint. Et dans ce cadre-là, les magistrats vont parfois souligner à la famille que même si ce n'est pas prévu par la loi, il serait quand même assez injuste de laisser la veuve sans rien et explique donc qu'il conseille à la famille, en tout cas, de faire le nécessaire pour s'occuper de cette veuve qui a passé toute sa vie aux côtés de leurs frères, de leurs sœurs ou de leurs parents souvent. Donc, trancher dans le cadre de ces conflits, c'est plutôt ce que le juge fait en dernier recours. Dans l'affaire qui oppose Germaine à Catherine, par exemple, le juge va ici leur dire que si elles ne parviennent pas à se mettre d'accord, elle n'aura pas d'autre choix que de désigner un notaire pour gérer à leur place les biens familiaux ou pour partager à leur place les biens entre les héritiers, que ça va probablement leur coûter une fortune et qu'il leur restera uniquement des miettes en tant qu'héritier. Et donc, à la fin de l'audience, le magistrat propose donc de reporter l'affaire à 6 mois plus tard et elle encourage les deux femmes à trouver un terrain d'entente avant ce délai, de manière à éviter qu'il n'y ait plus d'autre choix possible que de désigner un notaire pour régler la succession. Alors, j'en viens maintenant à donc la dernière partie de ma présentation qui porte sur un aspect qui est souvent assez peu évoqué dans les recherches en sciences sociales du droit et qui porte donc sur l'exécution des décisions judiciaires. Alors, donc à Cotonou, dans la plupart des affaires d'héritage, donc ces affaires sont loin de s'arrêter une fois qu'une décision a été rendue. Au contraire, souvent, elles se prolongent pendant plusieurs années après donc l'issue du litige au tribunal, après que le jugement soit rendu. C'est le cas, par exemple, dans le cas de l'affaire d'Héloïse, Rachel et Arlette que j'évoquais donc au début de cette présentation. Elle m'explique donc qu'une décision a été rendue, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans leur dossier à la fin de l'année 2011. Et lorsque je les revois ensuite, elle m'explique qu'elle pensait que finalement l'exécution serait assez rapide et qu'elles allaient assez rapidement ensuite pouvoir bénéficier des biens de leur père. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de les revoir en 2015, donc un notaire avait été désigné pour vendre les biens par le tribunal. Et donc, en 2015, les biens n'étaient toujours pas vendus et elles ne bénéficiaient donc toujours pas de leur part de la succession. Alors, en pratique, donc, il y a plusieurs cas de figure possibles lorsqu'une décision est rendue. Donc, dans tous les cas, les héritiers doivent tout d'abord attendre que le délai d'appel soit passé avant de se procurer une copie exécutoire de la décision au tribunal. Et selon le contenu de la décision, deux voies sont possibles. Dans le premier cas, donc, le juge désigne un notaire pour procéder à la vente aux enchères ou pas, des biens de la succession. Dans ce cas, les héritiers n'ont rien à faire. Le dossier est automatiquement transmis au notaire directement depuis le tribunal qui va tout d'abord les convoquer et puis qui va se charger de toutes les procédures nécessaires pour liquider la succession et pour procéder à la vente judiciaire des biens.
Alors, dans ce cas-là, comme probablement dans le cas de la famille d'Héloïse, le notaire rencontre souvent de nombreux obstacles qui passent par obtenir les titres de propriété des biens, mais aussi trouver un acheteur dans un contexte où la parcelle fait l'objet d'un désaccord entre les héritiers, et qui passe aussi par le fait que ces décisions ordonnent souvent la vente tant des parcelles situées à Cotonou que des biens situés au village. Et pour de nombreux notaires, vendre des biens situés au village, c'est presque virtuellement impossible dans la mesure où ils rencontrent l'opposition des villageois. Donc dans ce genre de cas, les héritiers ont finalement peu de prise sur leur affaire une fois qu'elles quittent le domaine du tribunal, puisqu'elle est confiée au notaire qui rend compte uniquement au tribunal qu'il a nommé et qui finalement prend très peu compte de la vie ou des desiderata des héritiers. Dans l'autre cas de figure, dans le cas de figure où il n'y a pas de notaire qui est nommé par le tribunal, c'est alors aux héritiers de faire en sorte que leur décision soit exécutée. Alors, dans ces cas-là, la plupart des décisions sont en réalité au mieux partiellement exécutées, dans la mesure où les héritiers estiment souvent que si les biens à Cotonou peuvent en effet être vendus ou partagés, ce n'est par contre pas le cas des biens qui sont situés à l'extérieur de la ville et en particulier des biens situés dans leur village. Je vous en parlais tout à l'heure. La plupart des héritiers vont estimer que le droit, entre guillemets, le droit moderne, que le code ne s'applique pas aux villages et aux terres qui s'y trouvent. Ces terres-là doivent être partagées selon des règles différentes. En général, ces terres sont plutôt partagées entre les hommes de la famille qui pourront, s'ils le souhaitent, les cultiver, mais on considère qu'il n'est pas pertinent de donner leur part aux femmes. Et les femmes vont d'ailleurs estimer aussi que ces terres n'ont généralement pas à leur revenir. Donc, ces héritiers vont donc laisser de côté la partie de la décision qui concerne les terres du village et la plupart du temps, soit les partager entre eux selon les règles fixées par la famille, voire les laisser de côté et considérer que ces terres sont occupées par les villageois et qu'en tant que résidents de Cotonou, ils n'ont pas à aller se mêler finalement des affaires du village et s'exposer à tous les risques que cela pourrait générer pour eux, puisque la plupart d'entre eux, en particulier les héritiers des générations les plus jeunes, estiment que le village est un lieu qui leur est relativement inconnu et où, s'ils s'y rendaient, ils s'exposeraient à toute une série de menaces occultes qui leur font relativement peur. Alors, en ce qui concerne les biens situés en ville, là aussi, toutes les décisions ne sont pas nécessairement exécutées. Certaines, oui, d'autres sont plutôt utilisées comme moyen de négociation au sein des familles. C'est ce que je voulais vous montrer avec mon dernier exemple, qui est le cas de Nadia. Donc, j'ai à nouveau rencontré Nadia dans le cadre de l'audience, d'une des audiences auxquelles elle s'est rendue au tribunal. Et là aussi, j'ai pu suivre l'évolution du dossier une fois la décision rendue. Donc, Nadia et ses frères et sœurs ont hérité de leur père donc après son décès dans les années 1975. Et donc, après son décès, c'est tout d'abord le frère aîné qui va assurer la gestion des biens pendant plusieurs années. Comme c'est souvent le cas, vous l'avez compris avec mes différents exemples, il va s'auto-désigner administrateur et gérer un peu comme il l'entend et donc largement à son avantage les biens de leur père. Ses sœurs vont le convoquer en famille à plusieurs reprises avant finalement de saisir le tribunal en 2009 pour demander d'une part qu'il rende compte et d'autre part que le tribunal désigne un autre administrateur puisque donc les sœurs s'estimaient lésées dans la manière dont ils géraient les biens. Alors, leur frère se rendra uniquement à la première audience du tribunal et puis pendant tout le reste de la procédure, il refusera de se présenter, donc il ne donnera aucune réponse aux convocations du tribunal.
de sorte que l'avocat de Nadia finit par lui conseiller de renoncer à la reddition de compte, qui nécessitait donc la présence de leur frère, ou en tout cas que leur frère se présente pour rendre compte de sa gestion, et de s'en tenir donc à leur demande initiale qui consistait à demander le changement d'administrateur. Le juge va donc finalement rendre une décision en 2012 par laquelle il va nommer Nadia et une autre de ses sœurs comme co-liquidatrices de la succession. Donc plusieurs années plus tard, Nadia et ses sœurs n'ont en fait toujours pas notifié la décision à leur frère. Il sait évidemment qu'il a été convoqué au tribunal, mais elles ne lui ont pas fait part du contenu, ou en tout cas pas officiellement, de la décision qui a été rendue. Elle m'explique par contre que depuis cette procédure au tribunal, la manière dont les biens sont gérés dans la famille a changé, et elles ont réussi petit à petit à obtenir leur part des biens. Elle m'explique par exemple qu'elles ont réussi à collecter les loyers d'un des immeubles dont leur père était propriétaire, et que leur frère n'avait pas spécialement protesté, malgré le fait qu'elle se soit immiscée finalement dans la gestion des loyers qu'il effectuait jusque-là seul, et il semblait leur laisser finalement jusque-là collecter les loyers d'un de ces immeubles. Elle m'explique aussi que l'un des terrains de leur père situé dans une ville du nord du Bénin avait été vendu, et que spontanément, leur frère avait proposé de partager à part égale les fruits de la vente entre les différents frères et sœurs. Et donc, finalement, dans ce cas-là, Nadia et ses sœurs m'expliquent qu'elles ont finalement atteint leur objectif sans nécessairement formellement faire exécuter la décision, mais la procédure au tribunal leur avait malgré tout permis de modifier la clé de répartition des biens dans les familles et la manière finalement dont l'héritage était géré. Alors cet exemple me permet aussi de vous montrer que le code est finalement devenu à Cotonou l'arme des petits dans les familles. Autrement dit, ceux qui sont en général considérés comme au bas des hiérarchies familiales, les femmes mais aussi les plus jeunes dans les familles, qui mobilisent de plus en plus fréquemment le code comme argument de négociation pour obtenir une gestion plus égalitaire des biens et des ressources dans les familles. Donc ici, Richard, qui travaille pour une société commerciale, m'explique par exemple que dans sa famille, c'est son frère qui collecte, qui est liquidateur des biens et qui s'occupe depuis plusieurs années de collecter les loyers. Et fortes des principes du code dont elles avaient connaissance, ces sœurs sont allées trouver leur frère et ont exigé un partage plus égalitaire des biens. Il m'explique que la stratégie finalement a fonctionné et que son frère aîné donc a pris peur et depuis lors s'assure de donner à chacun sa part dès qu'il collecte des loyers ou des revenus de la succession. Alors, donc, j'en viens à mes conclusions. Donc, ce que je voulais, entre autres, vous montrer à travers donc, ces différentes études de cas, c'est le fait que, bien que de nombreux travaux, et pas uniquement sur le continent africain, mais de manière plus générale en socio-anthropologie du droit, on a tendance à considérer que le droit et les procédures judiciaires sont relativement peu efficaces pour générer des changements sociaux, pour remédier à des inégalités. Et finalement, le cas du Code des personnes et de la famille permet de nuancer un peu cette affirmation et de montrer finalement que dans le contexte particulier de Cotonou, où les femmes ont connaissance du droit et où on est face à des héritiers qui ont tous été à l'école, qui appartiennent finalement tous à cette catégorie des petites classes moyennes africaines, le code est relativement efficace pour reconfigurer les rapports de genre et les rapports de génération à Cotonou, pour changer la manière dont le patrimoine commun est pensé et partagé dans les familles. Cette recherche m'a aussi permis de montrer finalement la place de la loi et des normes formelles dans le fonctionnement des administrations publiques en Afrique, puisque, comme je l'ai montré donc, dans la deuxième partie de cette présentation, les magistrats se réfèrent au droit lors des audiences, rendent des décisions. On est donc face à une administration publique, entre guillemets, qui fonctionne et que les héritiers saisissent
pour la légitimité qu'elle donne aux décisions qu'elle va rendre et qu'elle leur confère aussi dans les négociations avec leur famille. Donc voilà, je crois que j'ai utilisé le temps qui m'était imparti. Merci beaucoup, Sophie, pour ta présentation. Très riche, avec pas mal d'éléments donc utiles pour la discussion. Est-ce qu'il y a déjà, si on fait un premier tour de table, des questions, des commentaires par rapport à ce que vient de nous présenter Sophie? Sinon, je peux lancer, enfin j'ai plusieurs questions, je ne vais pas toutes les poser, mais peut-être pour commencer à lancer la discussion, peut-être déjà une ou deux questions. D'abord sur les effets d'une des réformes, tu as indiqué au début de ta présentation que la polygamie avait été supprimée dans le code de 2004, alors qu'elle était de fait socialement très pratiquée. Donc je me demandais, est-ce que cette réforme du droit n'a pas finalement, donc de supprimer la polygamie, n'a pas finalement a sans doute voilà, rendu les choses beaucoup plus complexes sur le plan juridique et judiciaire pour les questions d'héritage, parce qu'à partir du moment où elle est plus reconnue légalement, qu'elle n'a plus de statut légal, comment le juge fait pour statuer sur les questions d'héritage dans des familles où la polygamie était bien présente malgré son interdiction légale. Voilà, comment en fait cette réforme, en faisant sortir la polygamie du champ légal, a pu impacter sur la gestion des questions d'héritage par les magistrats. Ça, c'était un premier point. Et un deuxième point qui m'intéresse, parce que c'est aussi un sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est la question de la médiation, l'opposition entre médiation et contentieux dans ces questions de droit de la famille. Tu as expliqué qu'il y avait 3 forums via l'Association des femmes juristes, via une radio et enfin par les tribunaux de conciliation, en expliquant qu'à Cotonou, il semble qu'il n'ait pas un impact très important parce que tu expliquais qu'en gros, ça avait été vacant entre 2011 et 2015. Donc, si ça a pu être vacant aussi longtemps, on peut en tout cas, a priori, imaginer qu'il était de toute manière sous-exploité puisque qu'il n'y avait pas eu de remplacement sur ces 4 années. Et je me demandais si l'Association des femmes juristes et la radio dont tu parlais étaient des modes de médiation qui étaient plus populaires que la médiation officiellement mise en place par l'État. Donc, est-ce que selon les acteurs de la médiation, étatique ou non, est-ce que ça pouvait avoir un impact sur la popularité de ce choix de recourir à la médiation plutôt qu'au contentieux? Donc voilà, déjà deux premières questions là-dessus. Merci Mariam. Alors, donc sur ta question pour la polygamie, donc je vais répondre en 2 parties. Donc, il y a d'une part, en effet, il y a toutes ces situations qui sont nées avant l'adoption du code et où donc qui découlent d'une époque où la polygamie était autorisée. Donc, dans ces cas-là, pour ce qui est en tout cas des mariages reconnus légalement, donc des mariages devant l'officier d'état civil, quand il y avait plusieurs veuves, alors le juge va partager entre les veuves le quart. Donc les veuves vont avoir leur part, mais simplement le quart qui est, selon le code, normalement octroyé à une seule veuve, va être partagé entre les différentes veuves. Ce qui est par contre plus, ou en tout cas à mon sens plus problématique, c'est évidemment qu'il y a uniquement le mariage devant l'état civil qui est reconnu et après l'adoption du code, évidemment, il n'y a plus qu'un seul mariage à l'état civil qui est reconnu. Alors c'est une disposition qui est en fait assez largement critiquée à Cotonou et surtout par les femmes qui estiment évidemment que ça crée des inégalités énormes entre le conjoint légal, le conjoint officiel, mais en fait, c'est juste officiel aux yeux de la loi, puisqu'aux yeux de la société, il y a par contre plusieurs femmes qui peuvent être reconnues comme des conjoints tout aussi officiels. Et évidemment, je crois que l'objectif du législateur qui était de décourager, voire de supprimer la polygamie, là, n'a pas tout à fait été rencontré, puisqu'en fait, la polygamie de fait a bien évidemment continué. Et les femmes sont assez critiques donc, de cette disposition, puisqu'elles disent ça nous force à rester soit dans une position de femme
peut pas être légalement reconnu, et donc ça veut dire aussi qu'on sait qu'on n'héritera pas. Et puis c'est aussi finalement obliger les hommes, entre guillemets, à choisir. Et donc il m'est arrivé de me retrouver devant des audiences de divorce où l'homme demandait le divorce simplement parce que il avait une autre femme qui souhaitait devenir donc le conjoint légal, et la femme avec qui il était jusque-là, qui parfois avait partagé sa vie pendant 20 ou 30 ans auparavant, refusait le divorce et disait qu'elle aurait préféré finalement pouvoir rester sa femme, mais dans un dispositif de polygamie, plutôt que de devoir, entre guillemets, subir un divorce pour que l'homme puisse finalement épouser une autre femme avec laquelle il voudrait avoir une relation plus officielle. Donc, voilà, je pense que tu as raison. En effet, ça crée évidemment toute une série de situations qui ne sont pas nécessairement plus simples que ce qu'elles ne l'étaient avant. Et c'est évidemment un enjeu du coup pour les femmes, le fait d'être celle et l'unique qui sera finalement légalement reconnue, puisque ça veut dire aussi que toutes les autres finalement n'hériteront pas, à l'inverse donc de la femme qui sera légalement mariée. Alors en ce qui concerne la médiation et donc les tribunaux de conciliation, oui, c'est vrai qu'à Cotonou, en tout cas, ils ne sont pas du tout identifiés comme étant comme même un forum possible pour les héritiers. Là. Donc, la plupart des familles que j'ai rencontrées à Cotonou n'avaient même soit pas du tout connaissance du tribunal de conciliation, ou en tout cas, le site n'est même pas du tout comme un forum possible, alors que la radio ou l'association des femmes juristes, là, même ceux qui n'utilisaient pas nécessairement ces voies-là savaient que c'était des choses qui existaient et estimaient soit que c'était pas pertinent et qu'il valait mieux aller au tribunal, ou qu'il n'y avait pas lieu de s'y rendre. Mais les tribunaux de conciliation étaient presque invisibles, on va dire, en tout cas aux yeux des héritiers. Bon, après, effectivement, ils ne fonctionnaient pas et j'imagine que ça joue un rôle. Quand ils étaient mobilisés à Bomey-Calavi, par exemple, ils étaient surtout mobilisés pour des conflits fonciers, mais qui concernaient des terres qui n'étaient pas immatriculées. Donc, c'était surtout des propriétaires fonciers et des familles qui se disputaient en fait des concessions de plusieurs hectares. Il était là plutôt question soit de limites, voire de questions de partage d'héritage donc entre des héritiers d'une famille, mais c'est juste de se répartir, on va dire, une concession commune. Et on était déjà là, en fait, plus tout à fait dans le domaine urbain, mais plutôt vraiment de la périphérie, voire de terres qu'on pourrait qualifier de rurales. Donc voilà, ces tribunaux de conciliation, par contre, donc les décisions qu'elles rendent sont ensuite homologuées par le tribunal de première instance. Donc ils sont vraiment inclus dans l'architecture judiciaire, mais je pense qu'ils sont mobilisés de manière assez égalitaire, et je sais que dans d'autres régions du Bénin, il y a aussi, comme à Cotonou, un peu des tribunaux de conciliation un peu fantômes où il n'y a même pas de médiateurs ni d'assesseurs qui sont nommés, et où simplement ils sont un peu à l'abandon, ils ne fonctionnent pas. Merci Sophie. Je vois que Baudouin, tu as levé la main. Donc, mille merci pour cette présentation. C'est vraiment, vraiment passionnant, et je voudrais insister sur la conclusion, sur votre conclusion, ou en tout cas une de vos conclusions, qui est que qu'on ne sait pas si le droit formel, le droit officiel, a été jamais en contexte africain une simple illusion, une simple baudruche, mais en tout cas, on n'est plus dans cette situation. On ne sait pas si cette situation a jamais correspondu à une réalité historique et anthropologique, mais en tout cas, aujourd'hui, dans certains contextes, évidemment, il faut spécifier à chaque fois, mais ce n'est certainement plus le cas. Le droit est utilisé, on y fait référence, il est l'objet de pratiques,
de pratiques qui peuvent être évidemment des pratiques instrumentalisantes, qui peuvent faire du droit une arme parmi d'autres dans l'obtention de l'aboutissement de certaines revendications, etc. Mais en tout cas, le droit n'est plus cette coquille vide que l'on a souvent prétendu voir quand il s'agissait du contexte africain, et d'une manière qui était évidemment un peu dégradante à l'égard des sociétés africaines, qui n'étaient censées avoir qu'un droit coutumier, le droit de l'État étant lui-même simplement une imitation de l'Occident, qui n'avait aucune fonction autre que d'attester une certaine modernité ou des choses de ce genre-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment quand même extrêmement important et de le souligner et sans doute de revenir dessus aussi souvent que possible avec d'autres exemples. Maintenant, je pose quand même une question qui est celle de la frange de la population concernée par ce droit. Alors, vous dites à très juste titre, c'est une belle formule, le droit est l'arme des petits, mais les petits, si j'ai bien compris votre expression, les petits sont les petits dans le conflit juridique en cause, c'est-à-dire que ce sont par exemple les sœurs qui sont en situation d'infériorité par rapport à leurs frères, ce sont les épouses qui ne sont pas officiellement mariées, par exemple, etc. Donc ce sont les petits à l'intérieur du conflit en cause. Et je me demande quand même si ce ne sont pas de manière plus générale les petits des grands. C'est-à-dire que c'est quand même une certaine frange de la population qui semble concernée par le droit et les usages du droit, ne serait-ce que parce que le droit, ça coûte cher, et l'obtention la conduite de certaines procédures, le recours à un avocat, etc., ça coûte cher, et que donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et que donc les petits dont il s'agit sont quand même des petits qui ont des moyens par rapport à la majorité de la population. Donc c'est une des premières choses sur lesquelles j'aurais voulu vous entendre. L'autre chose qui est entre le commentaire et la question, c'est les usages du droit, et les usages qui sont parfois des usages non directement juridiques du droit. Je m'explique. Dans le contexte syrien, j'ai eu l'occasion d'étudier des pratiques qui consistaient à recourir à un tribunal pour donner une existence officielle à des biens fonciers, existence officielle qui permettait ensuite d'incorporer ces biens fonciers dans l'assiette de partage, d'héritage, etc. Ces biens fonciers qu'on soumettait à l'appréciation du tribunal étaient des biens fonciers qui étaient des biens informels. C'était des biens construits sur des terrains qui n'étaient pas éligibles à la construction. C'était des biens construits illégalement. C'était des biens qui normalement n'auraient pas pu être considérés comme des biens susceptibles de répartition, d'héritage, mais par le biais du tribunal, on leur donnait une certaine forme d'existence. Alors cette existence n'était pas une existence entière, n'est pas une existence juridique parfaite, mais une existence suffisante en tout cas que pour pouvoir se répartir ces biens, entre autres, lors d'un héritage, lors d'une donation. Voilà. Donc je me demandais si finalement, en matière foncière, mais aussi en matière, dans d'autres matières plus largement, si ce n'était pas également le type d'affaires que l'on rencontrait au Bénin, à Cotonou, et si du coup, cela ne nous montre pas un petit peu, comme semble l'indiquer la théorie du forum shopping en anthropologie du droit, ça ne semble pas nous montrer que le droit n'a pas que des usages juridiques. Le droit peut avoir des usages plus politiques ou plus
mais pas strictement limité au droit, en tout cas au droit des codes, ni même au droit des tribunaux, mais que, et vous l'avez souligné à différents moments, le droit est quelque chose dont on peut tirer parti à différents moments pour faire pression sur un adversaire ou sur quelqu'un avec qui on est en conflit, sans pour autant qu'on aille jusqu'au bout de la logique du droit lui-même. Voilà, mais il y a évidemment plein de questions qui se posent en vous entendant. C'est vraiment très, très intéressant et ça montre toute la valeur d'une approche ethnographique du droit, et y compris le droit, et peut-être même surtout le droit de l'État, le droit officiel, le droit formel. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Et oui, donc, concernant la première question sur les petits, bon, en effet, vous avez tout à fait raison. Et je ne me cache pas du fait que j'ai travaillé à Cotonou, qui est un peu une exception finalement, si on regarde l'échelle du Bénin. Donc, je n'ai certainement pas la prétention d'apporter des conclusions qui seraient valides, par exemple, ne serait-ce qu'à l'échelle d'un pays entier. Parce que bon, voilà, je pense que toutes ces dynamiques-là ont lieu à Cotonou parce que la plupart des résidents à Cotonou ont été à l'école, parlent français, ont une assez bonne connaissance en fait de quelles institutions formelles ils peuvent mobiliser. L'État est assez présent. D'ailleurs, la plupart des ministères sont même si la capitale administrative est Porto Novo, la plupart des ministères sont à Cotonou. La présidence se trouve à Cotonou, la cour d'appel, la plus grosse cour d'appel du pays, le plus gros tribunal de première instance du pays se trouve à Cotonou. Et donc, c'est des choses... L'État, même en termes matériels, on va dire, est relativement visible à Cotonou et toutes ces femmes ou tous ces petits sont en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que je parle des petits et pas des faibles, par exemple, parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Ces petits, en fait, ce sont assez souvent les personnes les plus éduquées de la famille, par exemple. Ce sont des gens qui ont été à l'école, ce sont des gens qui ont les moyens d'engager un avocat pour faire valoir leurs arguments devant le tribunal. Et donc, ce sont les petits dans le cadre de leur famille et des hiérarchies familiales, mais pas du tout à l'échelle peut-être des hiérarchies sociales ou plus larges ou de la société dans son ensemble. Ce sont des gens qui, comme je le disais, ont une certaine éducation, qui travaillent la plupart du temps, qui ont les moyens, mais aussi les connexions peut-être pour avoir un avocat et pour faire valoir leurs arguments devant les tribunaux. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est vrai que c'est quelque chose aussi d'un peu particulier et spécifique à Cotonou. Ou en tout cas au milieu urbain, on va dire, au sud du pays. En ce qui concerne les usages non juridiques du droit, oui, et ça, je suis à nouveau tout à fait d'accord et je pense que c'est assez frappant dans les derniers exemples que j'ai donnés, dans ce que je disais sur l'exécution, c'est que finalement, en fait, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte après, au moment de rédiger, mais je me suis demandé à un moment donné pourquoi finalement tous ces héritiers qui s'étaient exposés à non seulement à des risques occultes, on va dire pas possibles, en traînant leur famille au tribunal, qui avaient investi du temps, de l'argent pour obtenir une décision, finalement ne mettaient pas plus d'énergie que ça à essayer de la faire exécuter. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que les gens voulaient, ce n'était pas nécessairement obtenir ce qui était écrit dans la décision ou obtenir la vente ou obtenir vraiment ce qui était dit dans la loi. Ce qu'ils voulaient, c'était changer la manière dont les biens étaient répartis dans la famille. C'était un peu changer les rapports de pouvoir, les rapports de force dans la famille, changer la manière dont les ressources étaient partagées. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils arrivaient à atteindre cet objectif simplement en utilisant les décisions judiciaires qu'ils obtenaient d'une autre manière qu'en les faisant exécuter, mais simplement en utilisant ces décisions comme un peu des moyens de pression ou de négociation au sein des familles
Ou c'est un peu le dernier exemple aussi, celui de la famille de Robert, où simplement la menace d'aller au tribunal a finalement permis de reconfigurer la manière dont les biens étaient partagés dans la famille. Et donc, je crois que c'est en effet un peu voilà, une manière d'utiliser la loi qui est donc pas où les gens ne veulent pas nécessairement ce qui est écrit dans le code à la lettre. D'ailleurs, par exemple, ils ne veulent pas non plus que les biens du village soient vendus ou qu'ils soient partagés. Ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est simplement pouvoir changer la manière dont les biens sont répartis et partagés à Cotonou et la manière dont les décisions sont prises en famille aussi. Voilà, c'est petit, entre guillemets, en général, dans les réunions familiales, ils expliquent qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils parlent en dernier, voire qu'ils ne parlent pas du tout. Et donc, du coup, voilà, saisir le tribunal ou utiliser la loi comme argument en disant oui, mais vous savez, en fait, si on va au tribunal, nous, à nous tout seuls, on peut faire tout vendre. Je veux dire, le code donne un pouvoir quand même assez important à la veuve et à ses petits, justement, parce qu'à eux seuls, ils peuvent déclencher la vente de tout un patrimoine, même si l'ensemble de la fratrie s'y oppose, et ce sont en général des grands fratries en plus. Donc, voilà, c'est vraiment un moyen finalement de jouer sur les hiérarchies familiales et sur les rapports de genre ou de génération dans les familles. Oui, Dominique, tu voulais prendre la parole? Merci pour... je vais enlever mon truc là. Si ça va bien, voilà. Merci pour cette présentation. Désolé d'être arrivé un peu en retard. Donc, je voulais poser une question qui est très très proche de la première question de Baudouin, c'est ce problème de représentativité. C'est vrai qu'on voit très, très vite que vous êtes focalisé, vous ne vous en cachez pas, hein, sur des cohortes urbaines à Cotonou. Est-ce que vous êtes allé plus loin dans l'identification sociale et les trajectoires de ces personnes, par exemple en termes de formation, en termes du niveau d'éducation ou en termes plus prosaïques de pratique du droit? Et vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas de formation, mais qui ne cessent de errer dans les marchés, de faire des médiations juridiques, des échanges, et qui ont une véritable pratique du droit, parfois supérieure. Donc la première question, c'est celle-là. Est-ce que vous avez fait ce genre d'évaluation un petit peu représentative? Et qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'il en ressort que ce que vous analysez, c'est bien les comportements vis-à-vis du droit formel et du droit local propre à ces catégories sociales, socio-économiques particulières? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Est-ce qu'il y a des jonctions avec d'autres catégories, par exemple je sais pas moi, comme on fait autrefois en anthropologie juridique, les leaders traditionnels qui servaient de médiateurs, d'intermédiaires, des chefs, des fils de chefs, etc. Ça, c'était ma première question. Donc, c'est une question qui est assez proche de celle de Baudouin, hein, donc ne passez pas des années dessus, mais c'est quand même, je pense que c'est une question importante parce que c'est une des questions qui pèse sur la diffusion de l'ordre étatique ou de l'ordre juridique et ses modalités. Et alors, la deuxième question, elle est liée à votre titre, qui m'a intrigué, cette notion de saisir l'État. Je me suis dit, il doit y avoir un jeu de mots dans cette notion de saisir l'État, avec des acteurs privés qui viendraient saisir au sens où l'huissier vient saisir des ressources de l'État. Et comme vous parliez d'héritage, vous parliez en d'autres termes d'espace dans lequel l'État vient bien valider le transfert de biens semi-publics, c'est privé, mais avec un espace, avec des éléments publics, l'héritage lui-même, les charges foncières, etc. Je me demandais si vous aviez vraiment cette notion derrière, et si une de vos idées, qu'on retrouve chez certains auteurs, c'était de montrer justement comment les citoyens exproprient l'État en utilisant à la fois ses propres systèmes juridiques et en même temps en les utilisant à leur propre finalité. Voilà, c'était... Merci beaucoup pour ces questions. Alors, en ce qui concerne oui, donc le profil des familles. Donc, je pense que les familles que j'ai rencontrées ont un profil particulier à l'échelle du Bénin, mais par contre, mais c'est pas très, je veux dire, j'ai pas fait de statistiques. J'ai évidemment repris les profils de chacune des personnes que j'ai rencontrées, mais je n'ai pas confronté ça, on va dire, à des... Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'il y ait vraiment des statistiques qui existent sur ce genre de profil à Cotonou, mais
j'ai un peu l'impression, en gros, d'avoir rencontré des gens qui correspondent à monsieur et madame tout le monde à Cotonou. Et donc, certains avaient fait des études universitaires, mais c'était une petite proportion finalement. Et il y avait aussi énormément de gens qui avaient simplement été à l'école, mais qui étaient commerçants, qui étaient vendeurs. Si je reprends peut-être mes différents exemples, donc Nadia est cadre dans une administration. Donc elle a en tout cas un diplôme d'études secondaires, voire un diplôme d'enseignement supérieur. Héloïse et ses sœurs, par contre, sont toutes, sont toutes des vendeuses. Donc il y en a une qui est coiffeuse, il y en a une qui est vendeuse, et la dernière, je pense, qui est commerçante également. Leur frère est transporteur. Donc voilà, c'est un peu des profils qui correspondent finalement à la petite classe moyenne dans la capitale, mais c'est un peu le profil de la plupart des gens, on va dire, qui habitent Cotonou. Ce sont des gens qui travaillent, la plupart, qui ont été à l'école, en tout cas suffisamment pour parler français. Ce qui joue beaucoup, je pense, c'est que donc ce code a fait l'objet de beaucoup d'activités de vulgarisation de la part d'ONG qui promouvaient les droits des femmes, notamment l'Association des femmes juristes, mais l'UILDAF aussi également. Et donc, j'ai l'impression que quel que soit finalement universitaire ou pas, ou qu'elles aient fait beaucoup d'études ou pas, la plupart des femmes à Cotonou, en tout cas, sont au courant qu'il existe un code, que ce code leur donne droit à leur part de l'héritage, même si peut-être elles ne l'ont jamais lu, mais en tout cas, elles savent... elles connaissent en tout cas les grandes lignes de son contenu, parce que ça a été énormément médiatisé à un moment donné. Il y a eu il y a eu beaucoup de vulgarisation en tout cas autour de ça et autour des dispositions de ce code. J'ai pas eu le sentiment par contre que les héritiers avaient, c'était pas des gens qui avaient en même 10 affaires différentes pendantes devant les juridictions. En général, ils étaient là uniquement pour leur affaire d'héritage, mais la plupart n'avaient pas nécessairement eu affaire à la justice pour d'autres raisons. Donc voilà pour la première question. Et la deuxième, sur saisir l'État, j'avoue que je n'avais pas pensé à tous ces, tous ces éléments. Alors, en fait, le titre vient surtout d'une expression que les héritiers utilisaient. Donc, quand les gens expliquaient assez régulièrement, ils disaient, donc voilà, on ne parvenait pas à s'entendre et donc on a décidé de saisir l'État. Donc, c'est quelque chose que les gens disaient, en tout cas quand ils expliquaient en français leur trajectoire. Et puis, pour moi, c'était aussi un moyen de souligner le fait que c'est pas juste le droit que les gens utilisent, c'est aussi l'autorité symbolique de l'État dans la résolution des conflits. Et je pense que c'est là la raison principale aussi pour laquelle les gens vont privilégier le tribunal plutôt que des instances de médiation qui seraient plus rapides ou gratuites. C'est le fait que j'avais vraiment eu l'impression que les gens voulaient, entre guillemets, le cachet de l'État sur leurs décisions et que ça donnait... la solution qui était trouvée grâce à ça ou le document qu'ils obtenaient grâce à ça lui donnait une légitimité particulière parce que c'était l'État qui avait décidé. Et ça, c'est quelque chose qui revenait assez souvent, où les gens disaient, même ceux qui finalement n'étaient pas... trouvaient que les dispositions du code, comme Germaine dans mon exemple, par exemple, qui trouvent que les dispositions du code ne sont pas nécessairement justes et que ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, disaient par contre, voilà, si l'État dit qu'on doit faire comme ça, nous, on va faire comme ça. Et donc, il y a vraiment cette idée que ce n'est pas juste des dispositions du code et ce n'est pas n'importe qui décide, c'est l'État qui décide et ça a un poids et une valeur particulière. Alors, je voudrais juste peut-être rebondir là-dessus, puis Baudouin te donner la parole, mais c'est vraiment en lien avec ce que tu viens de dire, Sophie. Je trouvais ça intéressant comparativement au Sénégal sur lequel j'ai travaillé, où tu dis les gens, voilà, ils veulent vraiment le cachet de l'État, donc il y a une reconnaissance très forte de sa légitimité à intervenir en matière de succession. Et je me demandais, parce qu'au Sénégal, je dirais, en tout cas à Dakar, parce que moi aussi je me suis concentrée sur la capitale, où c'est là qu'il y a de fait le plus de contentieux,
finalement, le contentieux, c'est un peu le dernier recours. Et chez les gens qui vont au tribunal, donc on est dans des catégories moyennes, voire supérieures, même sur ces questions d'héritage, que la famille aille au tribunal, etc., pour régler un conflit de cet ordre-là, c'est souvent le dernier recours qu'on essaye d'éviter. C'est une mauvaise publicité pour la famille, pour sa réputation, etc. Et il y a quand même, alors c'est pour ça, je me demandais est-ce que ça pourrait pas être un élément de différence avec le Bénin. Au Sénégal, il y a de fait le poids de la norme islamique, pour le dire vite, qui est très fort dans les successions. Enfin, elles doivent se régler selon la règle islamique, qui est pour partie définie dans le droit étatique, mais qui répond aussi à d'autres définitions qui sont élaborées en dehors de ce droit étatique. Et donc, je dirais qu'il y a une force d'attraction vers cette norme-là qui n'est pas définie, en tout cas pas exclusivement définie par l'État, qui contribue à expliquer pourquoi c'est vraiment en dernier ressort qu'on va aller trouver l'État, qui n'est pas considéré comme l'acteur, en tout cas, vers qui on se tourne en premier. Et je me dis, au Bénin, peut-être que ce type d'ordre concurrent, qui soit, bon, dans mon cas, il était religieux, mais pourrait être d'une autre nature, n'existe pas au Bénin, ou en tout cas que le droit étatique n'a pas de normes concurrentes qui ont une attraction suffisamment forte pour finalement inciter à des trajectoires plus diversifiées, en tout cas plurielles dans le rapport au droit. Oui, bon après, les affaires que j'ai citées, bon, il y en a deux types en fait. Il y a d'une part les gens qui mettent le pied au tribunal à travers cette fameuse homologation du PV de conseil de famille. Et là, c'est en fait c'est un moyen, enfin je veux dire, c'est une procédure qui à la base n'est pas du tout conflictuelle. C'est presque une formalité administrative en fait, l'homologation. Mais c'est vrai que ça ouvre la porte à un débat devant le juge et comme je le disais tout à l'heure, ça permet à certains en fait d'évoquer devant le juge des désaccords qu'ils n'auraient pas osé évoquer en famille et donc un peu d'entrer au tribunal par la petite porte et sans nécessairement laisser entendre qu'il y a un gros conflit ou un gros désaccord dans la famille, mais simplement finalement, on s'y présente presque sous le couvert de l'accord et du consensus en disant on vient juste homologuer. Et puis, quand le juge demande OK, madame, est-ce que vous êtes d'accord, la personne dit en fait non. Ou le juge va lui-même dire oui, mais non, vous avez désigné deux personnes alors que la veuve est là, il faut que ce soit la veuve et c'est de là que les choses peut-être vont partir. Après, pour ce qui est vraiment des affaires où les gens demandent un partage ou la licitation partage, là, il y a aussi beaucoup de dossiers où en fait, c'est comme dans certains des exemples que j'ai donnés, la personne est morte depuis parfois plus de 20 ans et c'est seulement maintenant en fait que les gens saisissent le tribunal et donc ça montre bien aussi que c'est pas quelque chose qu'ils ont fait à la légère. En fait, ils ont essayé de trouver des solutions en famille et attendu pendant très longtemps. Et puis, à un moment donné, un peu la goutte qui fait le déborder le vase, quelque part, il y a quelque chose qui fait que les gens en ont vraiment marre et estiment que maintenant, ça suffit et qu'il faut saisir le tribunal. Mais c'est là, en l'occurrence, vraiment un dernier recours, un peu comme tu le dis. Mais par contre, c'est vrai que je pense en fait que ce qui joue aussi, c'est que les dispositions du code sont finalement de plus en plus légitime au regard notamment des normes entre guillemets familiales ou traditionnelles. Et c'est un peu, j'en ai parlé aussi un petit peu pendant ma présentation, c'est un peu le fait que en droit entre guillemets traditionnel ou ceux qui évoquent le droit traditionnel disent voilà, c'est une plus grande part, enfin en tout cas au sud du Bénin, dans la plupart des traditions familiales du sud Bénin, c'est surtout les hommes principalement qui héritent, pas les veuves et pas les femmes, ou en tout cas les hommes héritent d'une plus grande part. C'est à eux qu'on confie la gestion des biens, etc. Et on considère que c'est principalement les hommes et les aînés qui doivent s'occuper de ça et à qui l'essentiel des biens doit revenir. Et à côté de ça, à nouveau, à Cotonou, on est évidemment dans un contexte un peu particulier, mais la plupart des femmes travaillent et donc subviennent à leurs propres besoins et ne dépendent plus nécessairement de leurs grands frères, par exemple, pour subvenir à leurs besoins. Elles participent à part égale aux fêtes et aux cotisations en famille, alors que avant, souvent, en fait, c'était les hommes qui
qui contribuaient aux cotisations familiales pour les funérailles, pour les fêtes, etc. Les femmes, en fait, ne participaient pas nécessairement, c'était plutôt les hommes de la famille qui participaient. Et donc, un argument, en fait, pour beaucoup de ces femmes, c'est de dire, mais en fait, maintenant, nous, on contribue à toutes les charges, entre guillemets, de la famille à part égale. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas droit aux revenus, entre guillemets, familiaux à part égale aussi? Je pense que le code, en fait, a une certaine légitimité dans ce contexte très particulier, mais il est perçu en tout cas par les femmes comme ayant une certaine légitimité et comme correspondant finalement, en tout cas peut-être plus que certaines normes traditionnelles, à la manière dont se passent les choses à Cotonou aujourd'hui. Et c'est évidemment un contexte assez particulier. Baudouin, tu veux poursuivre? Oui, quoique j'aimerais aussi que les autres puissent prendre la parole. Donc, les autres participants, et je vois Jean-Philippe Bras par exemple, surtout n'hésitez pas à intervenir, ça nous ferait plaisir, c'est important. Mais moi, j'avais une question sur l'usage d'une technique qu'on connaît en droit français, en droit belge, s'agissant du mariage polygame, et ça peut paraître particulièrement étonnant, et je m'en explique rapidement pour savoir ensuite poser ma question qui est: est-ce que ce genre de technique existe à Cotonou et au Bénin? La technique, c'est la notion de pension de réversion. Alors, la pension de réversion, c'est dans le cadre du décès de quelqu'un, d'un homme. Son épouse a droit à une pension de veuvage. Dans le cas de quelqu'un qui a eu plusieurs épouses au long de sa vie, mais donc une polygamie diachronique, si on veut, pas suite à un décès ou à un divorce, le principe de la pension de réversion, c'est qu'elle est distribuée aux différentes épouses au prorata du nombre d'années vécues officiellement avec le conjoint décédé. Bon, si vous me suivez jusque-là, on peut aller une étape plus loin qui est: que fait-on des mariages polygames non pas diachroniques mais synchroniques? Et la jurisprudence, en tout cas en Belgique, a accepté le principe de la pension de réversion aux femmes mariées de manière polygame, alors même évidemment que la Belgique ne reconnaît pas la polygamie. Et avec l'idée sous-jacente et importante qu'il faut préserver les droits de la seconde ou la troisième épouse, parce qu'il ne serait pas normal que ce soit elle qui fasse les frais du caractère inique de la polygamie. La solution qui a été adoptée est que, dans une certaine mesure, il est possible pour une seconde ou troisième ou quatrième épouse d'obtenir une part de la pension de veuvage de l'homme décédé. Voilà l'explication. Il me semble que dans la situation béninoise où la polygamie a existé mais n'existe plus, et où aujourd'hui il existe une polygamie de fait mais non de droit, cette technique de la pension de réversion serait une technique extrêmement utile et efficace pour préserver les droits des épouses non officielles ou des secondes, troisième, quatrième épouses à l'époque où la polygamie était légale. Est-ce que c'est une technique, ma question est simple, hein, est-ce que c'est une technique que l'on rencontre au Bénin, ou est-ce que c'est quelque chose qui est passé à côté des radars de la justice béninoise? Merci. À ma connaissance, ou en tout cas, moi, j'ai jamais vu ni entendu de magistrats qui utilisaient ce mécanisme. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'ils font parfois, et surtout dans les cas où la veuve est assez âgée, donc la veuve, mais pas la veuve légale, donc la veuve pratique, on va dire ça comme ça, où les veuves sont assez âgées,
les magistrats vont parfois à l'audience encourager les familles à leur léguer quelque chose ou à faire en sorte que ces veuves ne soient pas laissées complètement sans ressources. Et disent, mais voilà, elle a passé toute sa vie avec le monsieur, vous ne pouvez pas la laisser sans rien, ce n'est pas juste. Mais par contre, ce ne sera pas nécessairement, ou en tout cas, ils vont pas, si c'est dans le plan de partage proposé par la famille, là, ils vont l'homologuer. Mais si ce n'est pas proposé par la famille, ils ne vont pas forcer, on va dire, ou attribuer une part dans la décision parce que c'est contraire à la loi. En tout cas, si la veuve n'est pas légalement mariée. Par contre, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils vont faire avec des jeunes veuves parce que je crois que les magistrats, comme le reste des Béninois, vont avoir tendance à considérer, et c'est un peu ce que disait dans mon exemple Germaine, que les jeunes veuves peuvent se remarier et vont se remarier, et la plupart des Béninois considèrent que c'est finalement un peu injuste quelque part d'octroyer le quart de la succession aux jeunes veuves. Donc il y a un peu une différence, mais voilà, c'est pas que les magistrats, c'est, je pense, dans l'ensemble de la société béninoise, autant il est considéré comme normal et acceptable de finalement ne pas laisser une veuve qui a passé toute sa vie avec quelqu'un sans rien après la mort du défunt. Autant la situation des jeunes veuves est un peu différente. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a beaucoup dans mes exemples, les veuves qui saisissaient le tribunal, c'était toutes des jeunes veuves. Parce que je pense que ces veuves sont conscientes qu'elles s'exposent finalement à un certain nombre de critiques ou d'animosités de la part des familles qui ne voient pas d'un très bon œil le fait qu'elles vont hériter du quart. Et c'est souvent une part de la succession beaucoup plus importante que celle des héritiers, parce que les héritiers, que celle des enfants, en tout cas des autres héritiers, parce qu'ils sont assez nombreux. Et donc finalement, en ayant le quart, la veuve va avoir plus que beaucoup des enfants. Et donc, du coup, saisir le tribunal pour ces veuves, c'est aussi un peu se protéger et mettre la famille à distance dans un contexte où parfois elles sont un peu maltraitées de la part des familles. Mais voilà, mais par rapport à elle, en tout cas, j'ai rarement vu des magistrats, si ce n'est dire, dans les cas où la veuve a droit parce qu'elle est légalement mariée, dire, ben voilà, si monsieur était là, il lui donnerait de toute manière de l'argent et subviendrait à ses besoins, donc c'est finalement normal qu'elle ait le quart. Mais par contre, si elle n'est pas légalement mariée, là, en général, il n'y a pas tellement... le magistrat n'intervient pas tellement en leur faveur, c'est plutôt dans le cas où la veuve est plus âgée, où là, les magistrats encouragent vraiment les héritiers à réfléchir. Ça m'est arrivé une fois aussi de voir des magistrats, enfin un magistrat, mais plusieurs magistrats même, qui reportaient systématiquement une décision, mais c'était un cas un peu particulier où donc les enfants s'opposaient à la veuve, mais la veuve était aussi leur maman. Et donc, les enfants demandaient à ce que la maison soit vendue et les biens partagés entre les héritiers parce qu'il y avait un conflit entre la plus jeune sœur et le reste des héritiers. Mais il se fait que donc la maman, qui n'était pas légalement mariée, vivait avec le reste des frères et sœurs dans la maison. Et donc, la jeune sœur qui ne vivait pas, par contre, dans la maison, elle demandait la vente. Donc, en première instance, elle s'est fait huer par l'ensemble de l'assistance à l'audience, et je pense que le magistrat lui a aussi fait beaucoup de remarques pas très complaisantes. Et puis, donc, elle a gagné en première instance, ses frères et sœurs ont fait appel, et à la cour d'appel, le magistrat a dit qu'il a encouragé, donc à l'audience, a dit qu'il a encouragé chacun des héritiers à réfléchir à comment ils étaient arrivés sur cette terre. Et il a ensuite reporté l'audience à 6 mois plus tard pour donner aux héritiers l'occasion de réfléchir. Et puis, donc la nouvelle audience, 6 mois plus tard, il a une nouvelle fois fait un report d'audience de 6 mois. Donc je pense qu'elle a dit qu'elle voulait la vente et qu'elle voulait la reddition de compte, et il lui a dit « Ah, mais la dernière fois, vous n'aviez pas dit que vous vouliez la reddition de compte. Je constate que vous n'avez pas suffisamment réfléchi, je reporte à 6 mois. » Et donc, je pense que, bon, voilà, là, je pense qu'il estimait un peu que le fait que la maman se retrouve potentiellement à la rue, parce que si la maison était vendue, elle aurait droit à rien. Et il lui avait aussi posé la question à l'audience, à la jeune femme qui voulait vendre, « Qu'est-ce que vous allez faire de votre maman ?» Il n'était visiblement pas très content de la réponse. Donc voilà, je
pense que c'est quelque chose que les juges prennent en compte, mais pas sous la forme, pas de manière très formelle. On va dire, c'est pas vraiment dans les décisions, c'est plutôt dans ce qui est dit à l'audience et qui du coup est pas tellement, c'est pas officiellement écrit, on va dire, ou en tout cas pas de la même manière que dans une décision. Du coup, une boutade et une question, c'est la boutade, c'est peut-être que ce serait intéressant pour vous de suggérer cette technique de la pension de réversion à la magistrature béninoise, qu'elle y trouve certainement matière à réflexion. La question, c'est cette loi qui prohibe la polygamie semble très clairement être préjudiciable aux épouses successives dans un mariage polygame, enfin aux multiples épouses après au-delà de la première. Est-ce qu'il y a une réflexion sur un aménagement de cette loi, ou est-ce qu'on reste arc-bouté sur le principe de la monogamie, mais sans voir toutes les conséquences préjudiciables que cela a pour les épouses anciennes, mais aussi pour les épouses plus jeunes, qui malgré tout, c'est très gentil très gentil de dire qu'elles peuvent se remarier si elles le souhaitent. Et d'une certaine façon, on s'est fait rentrer par la petite porte, ce qu'on a cherché à chasser par la grande porte. On cherche à dire le mariage doit être monogame parce que l'autonomie de la volonté, le respect de la personne, etc. Et puis, ce faisant, on va dire, ben, écoutez, vous êtes jeune, vous pouvez vous remarier, ce qui fait bien peu de cas de l'autonomie de la volonté, du respect de la personne, etc. Pas avoir envie de se remarier. Elle peut préférer son indépendance financière à évidemment toutes choses qui sont peut-être contestables dans le cadre traditionnel de la société. Répondent à cette même logique que celle qui prévaut quand on interdit la monogamie. Est-ce qu'il y a une réflexion sur les effets un peu pervers de la loi? Alors, une réflexion, en tout cas en termes de modifier le code, je pense pas. Je sais qu'il y a eu, pour les 10 ans du Code des personnes et de la famille, il y a eu toute une série d'événements et de réunions qui visaient à réfléchir aux effets du code, mais il n'y a pas eu de réflexion très approfondie, ou en tout cas le fait de revenir en arrière et d'autoriser la polygamie n'a pas tellement été évoqué. Mais oui, je crois que c'est un peu bon, voilà, l'objectif, je pense, de ceux ceux et celles surtout qui ont milité pour que seul le mariage monogamique soit reconnu était de promouvoir l'égalité et les droits des femmes. Et je crois que finalement, ça a un peu eu l'effet inverse en pratique. Ou en tout cas dans un contexte où finalement la polygamie n'a pas du tout disparu, mais c'est simplement transformée en polygamie de fait. Mais bon, voilà, à ma connaissance, il n'y a pas du tout de volonté, en tout cas, de revenir en arrière et d'autoriser officiellement à nouveau le mariage polygame. Oui, mais c'est vrai que pour ce qui est de dire aux veuves de se remarier, effectivement, c'est un peu contradictoire. Après, bon, ça, c'est juste finalement les magistrats et le commun des mortels, on va dire, de la société béninoise, pas nécessairement au niveau politique ou au niveau du législateur. Mais bon, voilà, ce sont les mêmes qui critiquent aussi cette disposition qui rend seul le mariage monogamique comme reconnu, et qui disent que ça ne correspond pas du tout à la réalité sociale finalement au Bénin, que ça met les femmes dans une position délicate dans un contexte où il y a déjà une femme qui est déjà là et qui est légalement mariée, ou que ça oblige finalement entre guillemets certains à divorcer, alors qu'en fait la solution qui aurait été préférée avant l'adoption du code, ça n'aurait pas du tout été le divorce, mais simplement le fait qu'il y aurait eu plusieurs femmes en même temps, et que donc voilà, là, ça crée finalement des divorces simplement parce qu'il y a une femme qui veut absolument être légalement mariée, et donc si l'homme choisit finalement entre celle qu'il est déjà et celle qui voudrait l'être, ça crée finalement plus de divorces.
Sophie, je ne sais pas si tu as pu voir, mais dans le chat, donc on a Aya Bejermi qui a une mauvaise connexion, mais du coup qui t'a posé ces questions par écrit. Elle revenait notamment sur un de tes arguments, hein, qui est de dire que le droit formel peut être générateur de changements sociaux, donc qui est une de tes thèses fortes dans ton ouvrage et qui va un peu à rebours de ce qu'on pouvait lire sur l'Afrique subsaharienne et le droit en Afrique subsaharienne jusque-là. Et elle te demande donc dans cet ordre d'idées, euh, donc voilà, et que tu as insisté également sur l'importance du droit formel, droit de l'État pour certains justiciables dans les conflits d'héritage. Euh, Avez-vous constaté dans le cadre de ces conflits d'héritage des changements sociaux qui n'ont pas été générés par le droit formel ou qui ont engendré un changement dans la norme formelle? Et deuxième question, est-ce que le droit traditionnel est considéré par certaines personnes comme n'étant plus du droit, mais un fait sociétal qui s'opposerait au droit formel? Oui, moi, je suis désolée, je ne vois pas le chat. Je suis un peu nulle avec Zoom, mais je crois que... Je te relis, hein, si tu veux, je suis peut-être allée un peu vite. Mais donc, non, non, non. Ah, ça va. Je pense avoir trouvé une solution pour... Ok, mais donc, est-ce qu'il y a des changements sociaux hors du droit Je ne sais pas trop parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment, qu'on puisse faire une différence entre ce qui est lié au code ou ce qui est inspiré ou découle du code et ce qui serait complètement à l'extérieur du code. Voilà, je crois que les choses sont plus nuancées que ça, même si les gens ne saisissent pas le tribunal ou qu'ils évoquent peut-être pas formellement le code. Je crois que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a été beaucoup médiatisé. Et donc, du coup, même si certains ne vont pas au tribunal, je crois que l'idée qu'il y a une règle maintenant quelque part qui dit qu'il faut partager de manière égale, c'est quand même un peu dans la manière de concevoir finalement les règles en matière familiale de chacun. Et il y a toute une série de choses qui sont aussi un peu dans la continuité. Par exemple, le fait de faire un PV de conseil de famille, ça, on le faisait déjà avant. Et donc, il y avait déjà avant, en fait, les gens faisaient une réunion et ils mettaient par écrit ce qu'ils avaient décidé, même avant l'adoption du code. Et voilà, parfois, c'était assez rare que ce soit homologué au tribunal. Maintenant, ça l'est beaucoup plus, mais voilà, je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment identifier ce qui est en rupture et ce qui ne l'est pas. Et je crois qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont un peu dans la continuité. Alors, le droit traditionnel comme étant comme étant pas du droit, oui, en général, les gens vont vraiment faire une différence entre guillemets, le droit de l'État et le droit, entre guillemets, traditionnel, ce qui touche plutôt aux normes familiales. Donc, les gens ne vont pas dire que ce n'est pas du droit parce qu'ils vont toujours souvent dire en droit traditionnel ou en droit coutumier, mais ils vont plutôt faire une différence assez nette entre ce droit-là, entre guillemets, et ces principes-là de droit et le droit de l'État, qui est aussi un peu associé évidemment au droit français à la base et donc au droit, entre guillemets, au droit des Blancs. Donc, voilà, il y a aussi l'idée que finalement, ce qui se passe en ville, c'est une chose, et que le droit de l'État, finalement, ou le droit des papiers, le droit des Blancs, ne s'applique pas au village, ne s'applique pas sur ces terres qui ne sont pas censées, finalement, rentrer dans cette idée de partage à part égale. Donc voilà, je crois que la différence se situe plutôt là sur finalement quelle est la juridiction de l'État et du droit formel, et il y a une limite là. Je crois qu'il y avait d'ailleurs un article qui s'appelait «L'État s'arrête à PK 14» ou je ne sais plus trop quelle circonscription, mais il y a un article de Birchenk et Olivier de Sardan, je crois, qui évoque aussi cette question de la limite de l'État ou ville ou à certaines aires géographiques en Afrique de l'Ouest. Merci Sophie. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, des dernières demandes.
Non, ben on va pouvoir du coup conclure le séminaire et te libérer en te remerciant vraiment voilà, d'être intervenu. C'était encore une fois très intéressant de pouvoir t'entendre et d'avoir le temps, de prendre le temps voilà, d'écouter ta présentation dans le détail qui était extrêmement riche. Donc merci beaucoup pour ça. J'espère qu'on aura bientôt d'autres occasions, d'autres collaborations possibles autour de ces sujets-là. Et à toutes et à tous, on vous donne rendez-vous donc pour le prochain séminaire du mois d'avril qui portera sur des sujets proches hein, en un sens, cette fois sur le cas marocain avec Yasmine Berian et Fatma Itmous qui ont travaillé justement sur la question de l'accès des femmes aux terres collectives. Donc voilà les enjeux du foncier, de l'héritage qui seront traités donc à partir de ce cas marocain. Donc ça, ce sera pour notre séance du mois d'avril. Voilà, donc merci à toi Sophie, merci Baudouin et à toutes celles et ceux qui ont participé et rendez-vous donc le mois prochain.